Je remercie les professeurs Jean-Jacques Venant-Bourget, Pascal Bouvier, Pascal O et Joël Thomas, le comité scientifique du colloque, pour cette invitation. Je travaille avec la théorie générale de l'imaginaire depuis 25 ans et toujours dans le domaine de la communication et du journalisme. C'est la réalité immédiate l'ici et maintenant qui m'intéresse. Alors c'est un grand honneur d'avoir la parole dans ce colloque qui célèbre le centenaire de la naissance de Dumont. Je dédie cette intervention aux millions de personnes qui, dans la pandémie, ont perdu leurs parents, frères, sœurs, fils, amis, proches et surtout aux Brésiliens et Brésiliennes dont la vie est méprisée, considérée comme jetable par les dirigeants de notre pays. Pandémie, distanciation physique, gestes barrières, virus, maladie, mort. La séparation entre les mots et les choses a permis aux mots de ne parler que d'eux-mêmes, sans désigner une expérience avec la chose. Il n'y a plus de rêverie de la matière dans notre monde numérique. L'humanité a vivement souhaité cela. Nous voulions nous débarrasser de la matière et, à cet effet, nous avons inventé des machines de plus en plus sophistiquées. Nous pouvons labourer, s'aimer et récolter sans toucher la terre. Les médecins sont en condition de pratiquer des interventions chirurgicales sans toucher le patient. Pourrions-nous peut-être arriver au paroxysme de ce que Willem Flusser a dénommé « montée en puissance de l'abstraction » ? Avec la pandémie du coronavirus, l'isolement de corps a été imposé à tout le monde. L'interdiction de sortir dans la rue semble constituer une punition, mais cette séparation du monde était et continue d'être ardemment souhaitée. Périssade et porteuse de la mort, la matière est par conséquent effrayante. La nature qui nous manque est une nature sans pourriture, sans décrépitude et sans mort. Il s'agit donc d'une nature sans cycle, d'une nature antinaturelle. Les rues que nous souhaitons récupérer sont exemptes de saleté, de mendiants et de violence. Nous ressentons la perte de la chair du monde, une chair infectée par un ennemi invisible que nous-mêmes avons créé. Nous l'avons fait en pleine conscience, quoique la science et les prophètes nous aient continuellement mis en garde. Nous avons cru qu'il exagérait, ou qu'il s'agissait d'une retombée placée dans l'avenir, ou encore que ce n'était pas notre problème. Alors que de nombreux pays assouplissent les restrictions, le Brésil, à l'instar de l'un d'autres pays pauvres, subit la tragédie du Covid ou de la Covid. Les malades succombent dans la file d'attente. Même pour ceux qui ont la chance d'être pris en charge, il manque de médicaments. Dans les cas les plus graves, les patients doivent être immobilisés lors de l'intubation en raison de la pénurie de sédatifs. Il n'y a pas assez d'oxygène pour les malades graves. La bouteille d'oxygène doit assez souvent être partagée entre plusieurs patients. Il n'y a plus de place dans le cimetière. Il n'y a plus de cercueil. Les morts sont enterrés dans des fosses communes, leurs corps enveloppés dans des sacs en plastique. La contamination des nappes phréatiques est un réel danger. Bientôt, les bactéries et les virus atteindront les foyers brésiliens par les robinets. Bientôt, les bactéries et les virus, l'enfer est ici et maintenant. Au Brésil, il n'y a plus d'espace pour la vie ni pour la mort. Le fait de nier les réalités trop dures constitue un mécanisme de protection bien connu. La majorité de la population brésilienne fait semblant d'ignorer cet état de choses. Il s'agirait d'ensemble de faits inventés par les médias et des scientifiques alarmistes
Le monde fait semblant de ne pas être impliqué. Nous savons que 80% des personnes vaccinées vivent dans des pays riches. Cependant, la majeure partie de la population mondiale vit dans les pays pauvres. Il y a un an, quand tout cela a commencé, on disait que l'humanité apprendrait une leçon, que la relation à la nature allait changer, que le capitalisme serait obligé de se transformer, que tout le monde serait plus solidaire, moins égoïste et davantage connecté à la grande terre nourricière. Cette euphorie a duré très peu de temps. Il ne semble pas que l'humanité ait appris la leçon. Celui qui croit être en sécurité et protégé contre le virus, du fait d'avoir été vacciné, ou parce que dans son pays la pandémie serait sous contrôle, celui va sortir et mener sa vie comme si de rien n'était, sans s'ennuyer de la tragédie de son voisin. Mais bientôt, la tragédie de son voisin sera aussi à nouveau la sienne. La leçon majeure que la pandémie pourrait nous apprendre, celle qui n'a pas encore été apprise, réside dans l'interconnexion entre toutes choses. Personne n'aura la paix tant que toutes les personnes n'auront pas la paix. Personne ne sera en bonne santé tant que la santé de la planète ne sera pas rétablie. La théorie générale de l'imaginaire de Gilbert Durand nous parle justement de cette interconnexion. Une interconnexion vraiment transdisciplinaire qui va au-delà de la science, réunissant des multiples connaissances grâce au souhait majeur partagé par les êtres humains à vaincre la mort. Des problématiques communes relient plusieurs sciences et par conséquent, des multiples disciplines peuvent travailler ensemble pour un objectif partagé. L'interdisciplinarité est précisément cela. L'état d'urgence sanitaire mondiale a jeté de la lumière sur l'importance de mobiliser différents domaines de connaissances. En mars de l'année dernière, peu après la confirmation du premier cas brésilien de COVID-19, deux scientifiques de l'Université de São Paulo ont séquencé le génome du virus en moins de 48 heures. La connaissance du génome d'un virus permet de développer des vaccins et des médicaments susceptibles d'être utilisés dans le cadre de la prévention et du traitement des maladies qui en résultent. La science pharmaceutique est à l'origine de la production et de la chimie organique. Grâce aux recherches en immunologie, la biomédecine développe des études cliniques concernant ces vaccins et médicaments. L'épidémiologie fournit les indicateurs de planification, d'administration et d'évaluation des actions de santé collective. Dans le cadre des recherches en épidémiologie, l'interdisciplinarité est déjà très visible, en vertu du recours aux connaissances en statistique, ainsi qu'au savoir en sciences de la santé et aux acquis des sciences sociales. Et les sciences humaines, dès lors qu'elles comprennent la pandémie en tant que phénomène biopolitique, pour voir les outils grâce auxquels il serait peut-être possible d'obtenir de meilleurs résultats dans la maîtrise de la crise. Cependant, nous ne constatons pas dernièrement l'adoption de cette approche interdisciplinaire. En premier lieu, les sciences humaines ne sont même pas considérées par les médias comme étant scientifiques, nonobstant le fait que les professionnels médiatiques soient quasiment toujours diplômés en sciences de la communication. Ceci étant, lorsque les journalistes s'adressent à la communauté scientifique, cela signifie donner la parole à des chercheurs en sciences formelles, en sciences de la Terre, en sciences biologiques, en sciences de la santé, mais pas à ceux de la sphère de sciences sociales appliquées, ni de sciences humaines, ni de la linguistique, ni des lettres ou des arts. Pour ce qui est de la pandémie de Covid, la communauté scientifique préconise de se laver les mains ou d'utiliser fréquemment du gel hydroalcoolique,
de porter un masque chirurgical ou FFP2, ainsi que de garder la distanciation physique. Que cela signifie-t-il au Brésil? Un pays où plus de la moitié de la population n'a pas accès à la collecte des eaux usées, dans lequel plus de 16% des habitants n'ont pas accès à l'eau potable ou à l'assainissement des eaux usées, qui n'atteint que 46% de l'ensemble des eaux évacuées. Que signifie rester à la maison dans un pays où 30 millions de personnes vivent dans la rue? Que signifie maintenir la distanciation physique pour les Brésiliens, sachant que plus de 5 millions de foyers précaires et collés les uns aux autres dans les bidonvilles sont habités par des dizaines de millions de personnes? Et qu'en serait-il des 11 millions et demi qui habitent des maisons à une seule et unique pièce, partagées avec plus de 3 autres personnes? En quoi pourrait consister la recommandation de rester chez soi, compte tenu du fait que ce confinement résulte dans l'impossibilité d'avoir de l'argent pour subvenir aux besoins des siens et de payer ses factures? Ce sont les sciences sociales qui peuvent répondre à ces questions. Ce sont les sciences de la communication qui devraient être mobilisées dans la médiation entre, d'une part, les sciences dédiées au virus et à sa prévention, et d'un autre côté, la société soumise aux conséquences de la pandémie. Le négationnisme, dans sa version brésilienne, qui prétend que la COVID n'est qu'une grippette, ou qu'on peut prévenir cette maladie en prenant du vermifuge, de la chloroquine ou en buvant de l'eau chaude, n'est qu'une variante plus grossière de celle véhiculée dans les pays les plus riches et prônée par les mouvements anti-vaccins dans leur campagne contre les mesures d'isolement obligatoires, de la porte obligatoire de masques dans le cadre de leur dénonciation de la mise en place d'une dictature sanitaire. Il n'y a pas de dictature sanitaire au Brésil. Ici, personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. Personne n'est condamné à une amende s'il ne porte pas de masque. Les personnes âgées et les jeunes continuent de se rassembler le week-end pour célébrer ce qui pourrait constituer leur dernier jour de vie, étant donné que l'État ne les en empêche pas ni ne les aide en cas de maladie ou de mort. Les explications disciplinaires concernant le négationnisme comprennent la politisation de la pandémie, facilement vérifiable dans le cas du Brésil et de l'Inde, où les intérêts électoraux dictent les politiques publiques au détriment de l'intérêt pour la vie. La logique capitaliste qui ne permet pas aux travailleurs de paralyser les moyens de production pour éviter des pertes financières, ou l'ignorance, tout simplement, découlant du manque d'accès à l'information. Le négationnisme est un phénomène décrit par la psychanalyse au siècle dernier. Freud a expliqué que lorsque les réalités sont plus douloureuses ou plus complexes que ce que nous pouvons supporter, nous nions simplement leur existence. Une interdisciplinarité efficace associerait les efforts de toutes ces sciences pour parvenir à contrôler la pandémie. Il convient de dire que lorsque l'intérêt électoral, l'intérêt capitaliste ou le manque d'accès à l'information se traduisent en négationnisme, l'interdisciplinarité est exclue. Et on utilise le concept d'une discipline comme métaphore d'une autre. Il existe de nombreux textes dénonçant cette pratique des sciences sociales et humaines vis-à-vis des concepts de... l'affaire Sokal n'étant que le cas le plus connu. Cependant, cette pratique réciproque, révélant une incompréhension mutuelle des scientifiques de ces deux pôles. Il faut dire également que l'interdisciplinarité entre les sciences sociales et humaines
où l'interdisciplinarité entre les sciences formelles et de la nature ne constitue pas une véritable interdisciplinarité, mais plutôt une simple recherche collaborative mise en œuvre par des sciences connexes. Une enquête menée par le CNRS révèle que de nombreuses initiatives institutionnelles en faveur de l'interdisciplinarité donnent lieu à des projets où les disciplines sont artificiellement coordonnées. L'interdisciplinarité doit avoir lieu naturellement, mais l'histoire scientifique récente nous apprend que lorsque cela se produit, une troisième discipline apparaît. Était le cas de la bioinformatique ou de la robotique. Cela peut être envisagé aussi bien comme une preuve du succès de l'interdisciplinarité que de son échec. En effet, les disciplines résistent à l'interdisciplinarité et en cela réside la plus grande de leurs indisciplines. À cet égard, peu importe si un paradigme s'éteint pour céder de la place à un autre, ou s'il y a une absorption réciproque et partielle des paradigmes. La notion même de paradigme impose des limites disciplinaires aux sciences qui, malgré toutes leurs bonnes intentions, ne sont pas à même de promouvoir le dialogue de leurs enfants, sans violer leur propre grammaire. De ce fait, le résultat de l'interdisciplinarité est souvent une nouvelle discipline, assortie de ces concepts, ou l'utilisation métaphorique des concepts d'une discipline par une autre, ce qui suscite une étrangeté mutuelle. Parmi tous les événements de l'histoire récente, la pandémie de COVID-19 constitue peut-être le plus grand défi à la fois pour les connaissances scientifiques et pour le sens commun. Le pouvoir de la pandémie ne découle pas uniquement de la crise économique mondiale qui en résulte, ni de l'inégalité sociale qui s'approfondit avec elle, ou des psychoses engendrées par le confinement qu'elle impose. Ce pouvoir provient de l'imposition d'une image unique, la plus forte parmi toutes les autres, celle que nous rejetons tous sans exception, dès qu'elle nous vient à l'esprit, celle qui est la mère de toutes les images, la mort. Gilbert Durand montre comment l'imaginaire et toutes les productions de l'esprit se soulèvent contre la mort. Il a refusé d'établir une origine biologique ou sociologique pour l'imaginaire, mais il a postulé l'antériorité fondatrice de l'imaginaire sous les autres productions humaines. Les sciences ne peuvent pas parler de la vie avant la vie, ni de la mort après la mort, sans rejoindre les spéculations et par conséquent, sans devenir non scientifiques. Cela étant, en raison de leurs propres limites, il est interdit aux sciences de parler de ce qui est davantage humain. Lorsqu'il postule la fantastique transcendantale, Durand montre la manière qui nous permet de parler de ce dont nous ne pouvons pas parler. Ce faisant, il a probablement gagné le mépris de ses pairs scientifiques, étant donné que sa théorie générale de l'imaginaire repose sur un principe transdisciplinaire. Les disciplines ne sont pas niées, elles sont plutôt invitées à s'ouvrir au savoir et à réduire les inégalités entre les détenteurs de savoir et ceux qui en sont dépourvus. Comme le prévient la charte de la transdisciplinarité, je cite, « La transdisciplinarité ne cherche pas à accorder la maîtrise de plusieurs disciplines, mais à permettre l'ouverture de toutes les disciplines à ce qui les unit et les dépasse. » Fin de citation. En 2015, j'ai eu l'honneur et le privilège d'accueillir à Porto Alegre, dans la région sud du Brésil, le deuxième congrès international du cri d'Asie. Nous étions plus de 400 chercheurs
réunis pour discuter des 50 ans de la théorie générale de l'imaginaire de Gilbert Durand. Dans son discours de clôture, Jean-Jacques Venanbourgier nous a mis en garde. Nous, chercheurs, sommes les pires détracteurs de l'imaginaire, puisque bien souvent, avec la bonne intention de promouvoir l'ouverture scientifique, nous procédons à des réductions et faisons preuve d'un manque de rigueur. J'ajouterai que nous sommes également des détracteurs de l'imaginaire lorsque nous lui refusons sa condition heuristique et le réduisons à un objet de recherche à décoder. L'image n'est pas un code. Il ne s'agit pas d'une icône. Ce n'est pas une odeur, un goût, une texture ou un son. Autrement dit, elle n'est pas forcément perçue par les sens ou arbitrée par la raison, s'agissant plutôt d'un fait anthropologique, psychique et social qui atteint la dimension symbolique lorsque certaines conditions se présentent et permettent son avènement. Ces conditions ne sont pas seulement dans le corps ou le cerveau, ni simplement dans le monde. Les images qui s'y forment dans le cortex cérébral sont celles décrites par la mémoire, la perception, le langage. Le cortex humain affiche les caractéristiques uniques qui ne sont pas présentes chez les autres primates. Le tronc cérébral est partagé avec d'autres espèces. Damasio explique que l'esprit conscient dont nous disposons est également présent chez d'autres animaux, mais sans toutefois être aussi riche que le nôtre, parce que ces autres animaux n'ont pas de cortex cérébral pareil au nôtre. Le tronc est la région du cerveau où se déroulent tous les processus de régulation du corps. Par conséquent, s'il subit un impact, s'il subit un impact, il y a le coma, l'état végétatif. La conscience disparaît, l'esprit disparaît. Les bases de l'ego sont perdues. Nous n'avons plus accès à une expérience quelconque de notre propre existence. Même si des images s'y forment dans le cortex cérébral, nous ne savons pas qu'elles sont là. Damasio montre ainsi qu'il n'y a pas d'esprit conscient sans interaction entre le cortex et le tronc cérébral et sans interaction entre le tronc cérébral et le corps. La connaissance de ces processus nous aide à comprendre non seulement les maladies du cerveau, mais également les constructions culturelles. Cependant, l'état actuel de l'humanité n'est pas uniquement susceptible d'être expliqué dans le cadre des paradigmes disciplinaires. Le fait d'attribuer à l'imaginaire sa condition heuristique nous permet d'aller au-delà de la discipline, au sein de notre propre discipline, étant donné que l'un de ces postulats est l'antériorité de l'imagination sur toute la production humaine. L'image primordiale est celle du temps et de la mort. C'est pour elle, contre elle et avec elle que nous créons les religions, les sciences, les philosophies, les arts et la politique. À la limite, l'objectif de toutes les productions humaines est de réduire l'angoisse existentielle. Elles sont toutes des fonctions de l'imagination, et l'imagination est fondatrice de ce que nous appelons la réalité. Lorsque Gilbert Durand reprend le programme Novalis pour parler de la fantastique transcendantale, c'est pour souligner que l'imagination n'est pas simplement un fruit de l'intellect, mais le pouvoir de représentation fondamentale de l'âme. Les études de l'imaginaire se placent ainsi à la fois à contre-courant des empiristes, des rationalistes, en disant que la grande source de connaissance n'est pas dans le monde, ni dans les yeux ou les oreilles ou dans la tête. Ni la perception ni l'intellection ne sont la source, mais l'imagination, la fantastique. Il y a un aspect de cette fantastique qui est très souvent négligé. Elle est transcendantale.
car ce n'est pas une imagination secondaire nourrie par la perception post-perceptive reproductrice. Il s'agit d'une imagination primordiale, créative et indépendante de la mémoire et des sens. Les savoirs traditionnels n'ont aucune difficulté quant à cette intégration des savoirs ancestraux, ni vis-à-vis l'inséparabilité de la nature. Le philosophe brésilien Ayrton Krenak, de l'ethnie indigène Krenak, originaire de la région sud-est du Brésil, nous rappelle que le lien avec la nature n'est pas de la poésie pour la culture indigène. Il s'agit de sa propre vie. Quand on voit des images d'Amérindiens à moitié nus au milieu de la forêt, comme s'ils en faisaient partie, on se dit que c'est beau, mais pour eux, cette intégration n'est pas une figure poétique. Elle n'est pas romancée. Cette intégration est la vie elle-même. Un autre philosophe brésilien, chaman de l'ethnie indigène Yanomami, Davi Kopenawa, qui vit dans la région amazonienne, avertit que nous sommes pleins d'oubli. Avons-nous oublié de nos origines? Cet oubli n'est pas celui de l'histoire naturalisée, mais celui du temps où le temps n'existait pas encore, où il était encore très jeune, il n'était pas fatigué et malade, tel que les mythes nous enseignent. Quel est le défi transdisciplinaire que propose Gilbert Durand par le biais de sa théorie générale de l'imaginaire? Promouvoir la rencontre du sens commun, des savoirs traditionnels et du sens scientifique. À cet effet, il faut redéfinir le sens commun et la science. Cette redéfinition ne servirait pas à violer le sens commun ou la science, mais à permettre la transdisciplinarité. Aussi bien le sens commun que la science se retranchent dans leur domaine lorsqu'ils suivent des procédures réductionnistes. Cette réduction, non pas à l'essentiel, mais aux assertions qui excluent le tiers, constitue l'obstacle qui rend le dialogue impossible. Le fait d'attribuer à l'imaginaire sa condition heuristique est un geste transdisciplinaire qui ne nie pas les disciplines, mais qui les intègre au savoir traditionnel, aux savoirs ancestraux, au sens commun. Merci de votre aimable attention.